Nous accueillons maintenant l'ambassadeur de France, Gérard Araud, voilà, pour le discours de clôture. Merci, ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Mesdames, Messieurs, peut-être Messieurs ou Mesdames les officiers généraux. Bonjour, c'est donc avec plaisir que je me retrouve ce soir avec vous, cet après-midi plutôt avec vous. Je ne vais pas prétendre résumer les échanges très riches que vous avez eus. Nous sommes tous, moi comme vous comme moi plus exactement, dans le registre de l'interrogation et de l'hypothèse. Et donc je vais tout au plus apporter un éclairage particulier à la lumière de ma double expérience, de mon expérience à la fois l'américaine et l'européenne, pour essayer de poursuivre notre conversation, votre conversation sur l'évolution des États-Unis sous Donald Trump et au-delà de Donald Trump. Le premier élément que j'aimerais souligner, c'est que Trump n'est pas la maladie, Trump est le symptôme. Et donc, je sais bien que sa personnalité est quelque peu envahissante, mais je crois que ce serait d'une erreur de se centrer sur Donald Trump, d'y voir une sorte d'événement unique et d'espérer que le 21 janvier 2029, lorsqu'il quittera la Maison-Blanche, s'il la quitte, toutes les choses redeviendront comme avant. En réalité, nous avons vu une évolution, nous assistons à une évolution de long terme des États-Unis, une évolution qui n'a pas commencé avec Donald Trump. Je rappelle que, par exemple, en 2013, lorsque Bachar el-Assad, je montre mon âge en me référant à son père, Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique contre sa population, eh bien, malgré les menaces qu'il avait proférées à cet égard, Obama n'est pas intervenu. Et lorsqu'on continue sous Joe Biden, vous avez bien vu que Joe Biden a évacué, en août 2021, a évacué l'Afghanistan. Il y a donc une continuité. Je pourrais aussi souligner la continuité en ce qui concerne le protectionnisme. Le protectionnisme qui d'abord est une constante de la vie politique américaine. Les États-Unis sont un pays profondément protectionniste qui prêche le libre-échange, ça a toujours été le cas, mais lorsque nous avons vu l'introduction du protectionnisme de manière plus agressive par Donald Trump au cours de son premier mandat, eh bien, Joe Biden a poursuivi dans la même voie et a même durci cette politique, et notamment à l'égard de la Chine. Donc la première chose, c'est de se dire, nous avons une évolution, et cette évolution, en ce qui nous concerne Européens, c'est, pour résumer un peu brutalement, c'est les États-Unis quittent l'Europe. Les États-Unis quittent l'Europe. Et ça ne changera pas, quel que soit le nouveau président qui sera élu, qui viendra au pouvoir en janvier 2029. Parce que vous savez que nos amis américains ont parmi leurs multiples qualités le pragmatisme. Et c'est une évidence pour les Américains, quand vous vivez aux États-Unis, de constater que, d'une certaine manière, l'Europe est en train de devenir une périphérie du monde. Ce n'est pas en Europe que nous avons la croissance. Lorsqu'il y a 2% de croissance en Europe, nous crions « youpi lala ». Lorsqu'il y a 5% de croissance en Chine, c'est une crise. Ce n'est pas en Europe qu'il y a la révolution technologique. Et je voudrais insister, vous savez à quel point les États-Unis sont un pays scientiste, un pays qui fait confiance à la science, et donc un pays qui est tout entier tendu vers cette révolution technologique. Et il suffit de traverser l'Atlantique pour sentir la différence. Et enfin, ce n'est pas en Europe qu'est la menace. Car aux yeux des Américains, la Russie est une puissance, je dirais, régionale. C'est une puissance en déclin, c'est un problème. Ou, pour citer le sénateur McCain, c'est une station-service avec des armes nucléaires. Pour les États-Unis, il n'y a qu'une seule question en politique étrangère, la Chine, la Chine, la Chine. Et il suffit de se rapporter
à l'interview qu'a donnée Barack Obama au moment de quitter le pouvoir en 2016 au magazine The Atlantic, où il disait très clairement que pour lui, l'avenir du monde, eh bien, l'avenir du monde se définirait entre Los Angeles et New Delhi. Au moment du Brexit, donc nous sommes au printemps 2016, je vais voir la conseillère nationale de sécurité américaine et je lui dis, tu sais quand même, le Brexit est un sujet important, les États-Unis devraient peut-être laisser intervenir ou faire entendre leur voix. Et elle me répond, Gérard, tu dois comprendre que le président n'est pas intéressé par l'Europe. Le président n'est pas intéressé par l'Europe, et c'était Barack Obama en 2016, après 8 ans de mandat. Et cet éloignement américain de l'Europe, dont je souligne finalement le pragmatisme, il faut toujours, en relations internationales, se mettre dans les chaussures de l'autre. Que feriez-vous si vous étiez américain? De surcroît, pour lui donner, je dirais, une justification, pour leur montrer l'importance, c'est tout simplement de remarquer que les États-Unis reviennent aux fondamentaux de leur politique étrangère. C'est-à-dire qu'ils reviennent aux fondamentaux de ce qu'a été la politique étrangère américaine de 1797 à 1941. En 1797, George Washington quitte le pouvoir, ce qui est un moment absolument capital dans l'histoire des États-Unis, et il fait un grand discours pour dire « ne vous occupez pas des affaires de l'Europe ». Ce qui, à l'époque, était « ne vous occupez pas des affaires du monde ». Ne vous occupez pas, ses concitoyens, ne vous occupez pas des affaires de l'Europe. Et on a, de 1797 à 1941, avec évidemment des chaos, par exemple la guerre avec l'Espagne, la participation très brève à la Première Guerre mondiale, parce que vraiment nos amis allemands l'ont bien voulu, vous avez une politique qui est fondée très largement sur le refus des alliances. La première alliance signée par les États-Unis, c'est 1778. La deuxième alliance signée par les États-Unis, c'est 1949, le traité de l'Atlantique Nord. Même pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont refusé de signer une alliance avec les Alliés, puisque vous vous rappelez que l'on parlait à l'époque des puissances alliées et associées. Et les associés, c'était les États-Unis. Et donc on a aujourd'hui... J'ai été surpris d'entendre un discours de Donald Trump qui devait être à Riyad dans son voyage en Arabie Saoudite, où ça a été quasiment un voyage conceptuel, où il a fait un discours quasiment conceptuel, ce qui n'est quand même pas une des caractéristiques de Donald Trump. Et ce discours est passionnant parce qu'en gros, c'est ce qu'il dit. Il dit la politique étrangère américaine, ce sera faire du commerce avec tout le monde, ne se lier les mains, de jamais se lier les mains, et, ajoute-t-il, avoir un très gros bâton, mais pour ne pas l'utiliser. Et moi, j'ajouterai, puisqu'on le voit aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs dans ces heures même, vous ajouterez à tout cela la doctrine Monroe, et vous avez parfaitement la politique étrangère américaine qui retrouve sa cohérence. Alors pourquoi l'avait-elle perdue, si j'ose dire? C'est parce qu'en 1945, eh bien, les États-Unis, au lieu de faire comme ce qu'ils ont fait en 1919, de rentrer hâtivement chez eux, ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait la menace soviétique et parce que la France et la Grande-Bretagne étaient trop faibles pour équilibrer la menace soviétique. En 1991, on aurait pu avoir, et je me rappelle, c'était une conversation que j'avais, j'étais à l'OTAN à l'époque, on aurait pu s'attendre à ce que les États-Unis quittent l'Europe en 1991. Ils ne l'ont pas fait parce que finalement, il y a eu un accord entre les élites américaines et européennes. Pour les élites américaines, c'était une manière d'exercer leur influence, voire leur hégémonie sur l'Europe. C'est pas très cher, 60 000 soldats américains, la garantie. Et pour les Européens, c'était une manière, finalement, de profiter des dividendes de la paix. On avait une assurance, l'assurance américaine. Il y avait une prime d'assurance, naturellement, qui était l'hégémonie américaine, mais elle n'était pas très, très, très coûteuse. Eh bien, aujourd'hui, tous ces éléments sont remis en cause par l'administration américaine, qui, en gros, nous dit l'Europe n'est plus d'une importance centrale pour nous. Nous devons nous consacrer à l'Asie.
Et c'est à vous de vous débrouiller. Et c'est un message qui porte assez bien en Europe, hein, en dehors de Washington, qui porte assez bien aux États-Unis, pardon, en dehors de la bulle de Washington. C'est très clair. Demandez au petit gars du Wisconsin pourquoi il défendrait l'Europe. Franchement, il n'en voit aucune raison. Il peut se dire que les Allemands et les autres Européens ont parfaitement les moyens de se défendre. Donc je crois que c'est la première conclusion que nous devons tirer. Si Mme Kamala Harris avait été élue, au risque de vous choquer, je dirais que ça n'aurait pas été très différent. C'est-à-dire qu'elle nous aurait quittés, mais en fermant la porte poliment et en nous disant « c'était bien », alors que Trump nous la claque sur les doigts. Alors je sais que la méthode y fait beaucoup. J'ai reçu des portes sur les doigts, donc je sais que ça fait une grosse différence, mais la tendance de long terme, et c'est sans doute un partenariat euro-atlantique qui est en train, je ne sais pas de se défaire totalement, mais en tout cas de se relâcher sensiblement, et je ne pense pas que nous puissions espérer un retour au business as usual dans les années qui viennent. Je voudrais faire aussi une autre remarque, mais alors là, c'est du côté des Européens. Je la fais parce que les Français sont sans doute les moins à même de comprendre les relations entre nos partenaires européens et les États-Unis. Nous sommes, quelles que soient nos opinions, il faut bien dire, nous sommes tous profondément gaullistes. Et donc, tous, au fond de nous avons l'idée de l'indépendance nationale. Eh bien, nos partenaires européens ne l'ont pas. Il faut comprendre, et cela est que pour nos partenaires européens, l'appartenance à la sphère euro-atlantique fait partie quasiment de leur ADN. Souvent, les Français disent, par exemple, en termes de défense, disent mais comment ils n'achètent pas européens leurs avions. D'abord, je voudrais souligner qu'un Rafale n'est pas européen, il est français, ce qui est assez différent, mais plus profondément, il faut se rendre compte que pour les Européens, leur horizon de sécurité, c'est l'horizon euro-atlantique. En termes de sécurité, ils se considèrent comme appartenant à une sphère euro-atlantique. Leur horizon, ce n'est pas l'Europe. Leur horizon se va de Vancouver à Tallinn. Et donc pour eux, acheter américain, ça fait partie de cette grande sphère, que j'irais jusqu'à appeler à leurs yeux civilisationnelle. Ils ont le sentiment profond d'appartenir à une civilisation commune qui va de nouveau de Vancouver à Varsovie ou à Tallinn. Et vous êtes allé en Europe du Nord, hein, où en particulier, ils parlent anglais mieux que des Américains. Et à l'évidence, quand vous les connaissez, leur horizon, c'est New York, c'est pas Alger. C'est cela leur vision du monde. À cette vision civilisationnelle, je vais vous donner un exemple. Lorsque, en 2017, en janvier 2017, j'ai assisté à l'inauguration de Donald Trump, le discours de l'impétrant, comme on dit, le discours était épouvantable, le discours d'une violence absolument atroce. Et l'ambassadeur d'Allemagne est venu me voir les larmes aux yeux en me disant « je ne pourrai pas servir ici, je vais demander ma mutation ». Et ni le Britannique ni le Français, nous n'avions les larmes aux yeux. Et lorsque je me suis penché sur ce cas, voilà, mon collègue m'a expliqué que la République fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire cet exemple de paix, de liberté, de prospérité, était une création des États-Unis, était ressentie par les Allemands comme une création des États-Unis. C'est-à-dire en 1949, honnêtement, les Français n'avaient pas une envie folle de recréer une Allemagne indépendante. Hein. C'est vraiment les États-Unis qui l'ont créée. Il y a donc une sorte de filiation, quasiment une filiation entre les États-Unis et une partie de la classe dirigeante allemande. Il y a ce sentiment et donc cette incompréhension, cette révolte face au comportement d'un Donald Trump. Donc un aspect civilisationnel, une reconnaissance profonde pour la libération en 1944, mais aussi pour la reconstruction de l'Occident. Et en Europe de l'Est, ne nous faisons aucune illusion. Pour tous les pays de l'Europe de l'Est, ce sont les États-Unis qui les ont libérés du joug communiste.
tous nos partenaires de l'Est considèrent que c'est avant tout une victoire des États-Unis, la chute du bloc communiste après 45 ans d'un joug particulièrement lourd. Civilisation, mais dans le cas de l'Europe de l'Est, il faut ajouter évidemment la sécurité. Je vous déconseille fortement de dire à des Polonais « ne vous inquiétez pas, vous bénéficiez d'une garantie franco-britannique ». Je vous le déconseille. On leur a fait le coup une fois, ça n'a pas très bien marché, on ne leur fera pas une seconde. Et donc pour les Polonais, pour les Tchèques et puis pour les pays baltes, et regardez leur fragilité, leur vulnérabilité, la garantie américaine, là aussi, c'est une garantie qui est absolument existentielle. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, nos amis européens sont dans le déni. Qu'est-ce que ça veut dire le déni? Ça veut dire qu'ils espèrent se tirer du second mandat de Donald Trump comme ils se sont tirés du premier. Finalement, disent-ils, ça n'a pas été trop mal. On a dépensé 100 milliards de dollars de plus, on a acheté quelques dizaines de F-35, mais ce qui compte, c'est qu'à la fin du premier mandat de Donald Trump, la garantie de l'OTAN était toujours là. Et l'OTAN était toujours là, et la relation transatlantique était à peu près intacte. Et avec Joe Biden, on a recommencé quasiment business as usual. Et donc, pour le moment, nos collègues européens, on le voit bien, par exemple, dans les négociations commerciales, ils avalent beaucoup de couleuvres. On le voit bien parce que c'est un exemple que j'adore. Le Danemark achète quand même des avions à un pays qui menace son intégrité territoriale. Voilà. Nos amis allemands achètent des avions dont ils savent que, fondamentalement, leurs capacités peuvent être assez facilement dégradées par les États-Unis. Voilà, c'est ça la réalité. Nos amis européens sont dans le déni. Ils espèrent que ce n'est qu'un mauvais mouvement à passer et qu'en 2029, on dira tous « ouf, on est amis comme avant ». Alors, voilà cette réalité. Contrairement à ce que pensent les Français, les Européens ne sont pas plus bêtes que nous. Donc, il est évident que selon l'évolution de la situation, selon l'évolution de la politique de Trump, évidemment qu'ils peuvent évoluer. Mais ils n'en sont certainement pas là. Ils en sont au contraire au moment où ils disent qu'ils ne veulent surtout pas s'aliéner les États-Unis. Alors, que pouvons-nous faire face à cette situation? Je dirais d'abord avoir un peu une vision de nous-mêmes, de nous connaître nous-mêmes, parce que, honnêtement, nous sommes convaincus, nous ne trompons personne, parce qu'en général, lorsque nous parlons Europe, fièrement Europe, comme par hasard, ça correspond aux intérêts les plus égoïstes de la France. Donc, quand on dit Europe, ça correspond au Rafale. Bon, voilà, excusez-moi, mais les Allemands, les Italiens, les Anglais ne sont pas plus idiots que nous et se rendent parfaitement compte que ce qu'il en est. Deuxième élément aussi, chaque pays projette sur l'Union européenne un petit peu sa vision du monde. Et donc, les Allemands voient l'Union européenne comme une étape supplémentaire dans un État plus ou moins fédéralisme. Et nous, comme nous sommes français, nous voyons l'Union européenne avec ses cuirassés, ses cuirassiers, et comme quasiment un État en voie de construction. Et ça, je crois qu'il faut que l'on regarde tout cela de manière plus, je dirais, plus lucide, que l'on n'accable pas l'Union européenne d'un excès d'honneur comme d'un excès d'indignité, et qu'on soit pragmatique. L'Union européenne, oui, il y a des sujets sur lesquels nous devons travailler avec l'Union européenne. C'est évident qu'il y a des sujets où il est beaucoup mieux d'être 460 millions, mais il y a aussi d'autres sujets où il n'est pas nécessaire de passer par l'Union européenne. Alors évidemment, la diplomatie française, moi pendant 20 ans ou plus, je me suis battu pour la défense européenne. Enfin, la défense européenne, ça semble, j'en suis sûr, à toute cette salle, une évidence. Vous voyez, une évidence. Alors, c'était tellement une évidence que tous les pays de l'Union européenne, à part la France, s'y opposaient et que même notre état-major manifestait
je dirais que je ne vais pas choquer nos militaires, mais disons qu'ils avaient un enthousiasme mitigé pour la défense européenne. Eux, ils pensaient que c'était le plus efficace, c'était soit l'OTAN avec les Américains, soit en national, plutôt que de s'embarrasser de méthodes et aussi de moyens européens qui étaient extrêmement particuliers, extrêmement limités. Donc j'aurais tendance à dire oui, l'Union européenne, mais ayons bien en tête que l'Union européenne peut-elle nous apporter. Ne faisons pas de la théologie, ne soyons pas français. Essayons, qu'est-ce qu'en termes pratiques, dans quel domaine l'Union européenne peut-elle être la bonne voie pour travailler, pour coopérer. C'est la première chose, la première question. Et non pas de dire, ça y est, on va construire, on va amender le traité. On n'amendera pas les traités de l'Union européenne. Vous n'aurez pas aujourd'hui 33 ou 34 parlements qui voteront la modification du traité sur l'Union européenne. C'est exclu. On n'ira pas plus loin en termes institutionnels. Avouons-le, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, mais pas aujourd'hui. Donc soyons pragmatiques. Que l'Union européenne peut-elle nous apporter? Dans quel domaine? À chaque fois, est-ce qu'aller à l'Union européenne, c'est pratique? Est-ce que c'est le plus pratique? Est-ce que pour certaines capacités militaires, il est nécessaire d'aller en discuter avec les Lituaniens? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de discuter avec 2, 3 pays qui ont à la fois les capacités et la volonté? Voyez, et puis, pourquoi ne pas travailler en national? La France existe également. Donc, quitter tous ces débats, quitter le terrain de la téléologie où on pense qu'on veut construire l'Europe. Peut-être qu'on construira l'Europe, mais certainement pas aujourd'hui. Vous avez 45% des citoyens qui sont hostiles. On va pas avancer en termes institutionnels. Donc, essayons donc de travailler de manière pragmatique. Et éventuellement, d'ailleurs, en termes national. Et ensuite, et enfin, je dirais, ce qui me frappe beaucoup dans nos discussions, dans les lectures, dans les débats auxquels je participe, c'est que nous, les Français, nous avons oublié, nous les Européens, soyons justes, nous les Européens, nous avons oublié la grammaire de la géopolitique. Nous avons oublié ce que c'est qu'une guerre. Vous voyez, nous avons oublié comment terminer une guerre. Il est paradoxal que nous sommes le continent de la guerre. Nous avons derrière nous 3000 ans de guerre. Nous avons fourni au monde généreusement 2 guerres mondiales et un génocide en 30 ans. Et aujourd'hui, nous sommes face à la guerre est de retour. Et au fond, nous ne savons pas vraiment comment la traiter. Nous sommes empêtrés entre nos principes et la réalité. Et naturellement, une fois que vous avez les principes... Alors, il y avait un diplomate français, Berthelot, qui disait il faut toujours s'appuyer sur les principes, ils finiront toujours par céder. Mais je crains qu'aujourd'hui, les Européens, nous ne nous appuyons un peu trop sur les principes et qu'ils soient un peu résistants. Et un très bon exemple est donné par la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, aujourd'hui, c'est évident que les Américains veulent s'en dégager à tout prix. Et donc nous, les Européens, nous sommes enfermés dans des positions de principe et donc nous ne jouons plus. Nous sommes le cœur de la tragédie grecque. Vous savez, c'est le cœur de la tragédie grecque qui chante « Ah, c'est affreux, ah, c'est affreux ». Vous avez les 2 protagonistes qui sont évidemment la Russie et les États-Unis, et vous avez entre eux la victime expiatoire. Vous avez Iphigénie qu'on va égorger, et qui est évidemment l'Ukraine. Et donc, je dirais aussi, pour les Européens, c'est aussi sortir d'un peu de ces rêves alternatifs pour regarder le monde tel qu'il est, pour réapprendre la géopolitique telle qu'elle est. Hier, j'entendais la représentante de l'Union européenne pour la sécurité, pour la politique étrangère et de sécurité, et qui disait il faut absolument que la Russie se retire sur ses frontières d'il y a 1991. Que voulez-vous dire ? Vous êtes face à une telle déclaration, vous dites elle a raison sur les principes, mais ça n'a aucune prise sur la réalité. La Russie ne se repliera pas sur ses frontières de 91. Et donc, ce n'est pas facile pour nous, Européens, qui avons cru à un monde fondé sur la négociation, le compromis. Vous
Ce n'est pas facile, mais il faut l'apprendre parce que les États-Unis, eux, qui d'ailleurs n'avaient jamais quitté ce monde, les États-Unis, de toute façon, nous poussent en direction de ce monde. Voilà rapidement, très rapidement, quelques réflexions un peu à l'emporte-pièce, et je suis sûr que certains d'entre vous ne les partagent pas, ne les approuvent pas, mais je crois que nous aurons l'occasion de prendre un verre, et donc vous aurez l'occasion de me dire vertement à quel point je me suis trompé. Merci.